Hey, salut à tous, et une fois de plus, je vous souhaite une bonne et heureuse année, et on est parti pour parler de mon flop film, les 10 films que j'ai le moins apprécié, voire détesté. Alors je tiens à signaler déjà pour ce flop que c'est subjectif, c'est par rapport à ce que j'ai vu et par rapport à mes goûts. Je tiens à signaler que j'ai vu quand même 117 films au cinéma, malgré cette pandémie à la con, et que j'ai vu une quinzaine de films en streaming, que ce soit via Netflix et d'autres. Donc c'est par rapport à mes goûts. Donc certains films qui se trouvent dans ce flop, bah sera peut-être dans votre top ou dans ni un ni l'autre, et d'autres ça va peut-être énerver, j'en suis désolé, mais c'est pas pour à mes goûts. Donc on commence tout de suite avec un ex-aequo. Numéro 10, Sol et 1917. Okay, I get it. Wow. It's my life. Is all this living really worth dying for? Vous savez, ces deux films, pour moi, ils sont pas mauvais. C'est juste mes plus grosses déceptions de l'année, donc c'est pour ça qu'ils sont que 10e. Mais pourquoi j'ai voulu les mettre dans les flops? Parce que c'était des grosses attentes, et que quand je vois que ça plaît énormément, donc tant mieux pour ceux qui kiffent, hein, je sais que ces deux films vont finir dans énormément de top meilleurs films. Mais moi, je suis assez frustré, parce que j'avais une grande attente, c'est sûr, mais quand je vois tous ces critiques aussi positives, alors que pour moi il y a beaucoup de problèmes sur ces deux films, bien sûr c'est mon cas personnel, je comprends que certains aiment, mais il y a des choses qui me posent problème. Quand on nous vend un film comme 1917 avec un long plan séquence de 2 heures, ça va être incroyable. Bah non, c'est sûr que je peux pas le faire en plein séquence. Et j'en parlais avec quelques potes, et il y en a un, il me disait « Ouais, t'as cherché les plans séquences, ou alors t'as cherché que la technique. » Non, je n'ai pas cherché que la technique, au contraire. C'est que, bah, le problème, les coups parfois, c'était tellement mal fait, c'était tellement visible, que je suis désolé, ça me faisait sortir du film. Et en plus de ça, j'avais du mal à m'attacher au personnage principal qui partait du point A au point B pour, apporter une lettre, ok. Et quand certains me disaient « Oui, c'est incroyable, on vit la guerre », mais je veux être honnête, qui a envie de vivre la guerre? Je suis désolé, c'est quelque chose d'horrible la guerre, ça peut pas être immersif comme ça. Et quand on a détruit un certain Dunkerque, parce que soi-disant il y avait trop la technique, la différence entre Dunkerque et c'est pas vendu par la technique. Donc oui, je préfère Dunkerque, même si, je vais être honnête, les personnages ou le personnage est plus attachant dans 1917. Mais l'immersion qui était recherchée, je l'ai plus ressentie dans Dunkerque. Donc, voilà. Et moi, j'en ai eu tellement marre qu'on compare 1917 à Dunkerque. Donc, je le fais aussi parce que vous vous êtes amusé à le faire. Donc, bref, pour moi, 1917, c'était une grosse déception. Et même si je vois certaines qualités, je vois que c'est un film, je l'ai revu en plus. Donc, j'ai passé un meilleur moment. Mais pour moi, j'étais tellement déçu, puis voir tout le monde se toucher la nouille là-dessus, ça devient presque insupportable. Et de voir, en plus de ça, que des gens, parce que tu n'aimes pas ce film, ou parce que tu trouves des défauts, te disent « T'as rien compris au film, tu ne sers à rien, ou tu connais rien au cinéma », bah je vous dis honnêtement, bah ça donne encore plus envie de le mettre dans mon flop. Après, chacun son avis. Je respecte ceux qui l'aiment, bah je respectais ceux qui n'aiment pas. Et c'est le cas également de Sol. Sol, je suis désolé, c'est Pixar. Pixar, ça a une énorme place dans mon cœur. J'aime énormément Pixar. C'était le film Disney que j'attendais le plus. Pourquoi Disney? Parce que ça appartient à Disney, hein, comme Marvel, Star Wars, la Fox et tout. Donc c'était le film que j'attendais le plus en 2020. Et je suis sorti déçu. Et oui, parce que il y avait tout pour me plaire. Pareil, Pixar, on parle de mort, le jazz, les bandes donnaient du rêve. Et j'étais tellement déçu par cette fin qui est une facilité, une happy end, coucou, allez on est Disney, on va vous faire donner la joie. Non, je suis désolé. C'est que pour moi, la fin n'est pas logique, elle est incohérente, et en plus de ça, Pixar ont toujours su nous donner une fin plus que satisfaisante. Ça finit pas toujours en happy end. Donc, et là, bon voilà, écoutez, il est mort, mais pas grave, allez. Parce que il est gentil, on va lui donner une seconde chance. Non, ça marche pas comme ça. Vous crevez, vous n'avez pas une seconde chance. C'est n'importe quoi.
Donc là, ils vont me dire, oui, mais c'était pour rendre les choses joyeuses, ça fait du bien, faut apprécier la vie. Bon. Non, non. Et le pire dans tout ça, c'est que quand je vois des gens qui n'aiment pas entendre des critiques négatives sur ce film, bah certains me disent, t'as rien compris au film, certains vont dire, oh, tu cherches des défauts, exactement comme pour 1917. C'est la même chose, j'ai le même dégoût pour ces films, parce que, bah, j'accepte que les gens adorent le film, j'accepte que beaucoup le mettent dans leur top, j'accepte, mais acceptez que moi, j'étais déçu, qu'il y a des choses qui ne vont pas, donc au bout d'un moment, stop, c'est pas parce que vous le considérez ces films-là comme des chefs-d'œuvre que c'est le cas de tout le monde. Acceptez la mauvaise critique. Et quand je vois des gens dire c'est le meilleur film d'animation de ma vie, parce que oui, j'en ai vu des trucs comme ça sur Twitter, j'ai vu c'est le chef-d'œuvre, le top 5 de mes films d'animation de ma vie. Écoutez, le film il est sorti il y a à peine 2 semaines, vous pouvez pas déjà dire c'est un chef-d'œuvre, sachant que vous l'avez vu peut-être 1 ou 2 fois maximum, tu peux pas dire ça à ce moment-là. Il faut des années pour considérer un film comme un chef-d'œuvre, voire quelques mois, le temps de le digérer, de repenser à tout ça. Donc pour moi, non, ce n'est pas un chef-d'œuvre et encore moins un des films de l'année. J'en suis désolé pour ceux qui l'aiment, mais c'est comme ça. Donc Soul et 1917, numéro 10 de ce top. Et on passe au suivant. En numéro 9, des traducteurs. I mean, look at us. We're in prison down here. Trovo il bastardo che ci sta fregando. Io lo ammazzo. Τουλάχιστον ο hacker μας απάλλαξε από αυτό. 下一步是什么？考到吗？ Moi je le sais que c'est toi. Je vais le prouver. 你已经有个原因在他的粉丝可是可以，你把爱的死。 Je n'arrête pas de le lire. Tu dois comprendre comment tu as fait. Alors c'est un film que j'ai vu en début d'année, et sur le coup je dis ouais c'est sympathique, mais plus le temps passait plus je me rends compte que ce film était vraiment pas bon du tout. Lambert Wilson qui essaye de faire un pseudo méchant, il cabotine comme pas possible, ça va pas, le film ne va pas, ça essaye de faire une sorte de film étranger avec plein de langues, avec une sorte de thriller, mais non, ça fonctionne pas. C'est le film saga pourri de l'été qui ne sert à rien, et en plus de ça qui n'apporte rien, c'est vide, et en plus de ça c'est d'un chiant. Et au bout d'une demi-heure de film, tu vois déjà le twist final. C'est quand même dingue, il te reste 1h15 de film, tu vois déjà qui est le coupable. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Le film est censé t'amener jusqu'au bout. Hein, il t'emmène jusqu'au bout. Là, au bout d'une demi-heure, tu sais comment ça va terminer. C'est d'une catastrophe. Non, les traducteurs, voilà. Je sais que certains l'ont aimé. Je pense pas qu'il va se retrouver dans beaucoup de top. Mais en tout cas, ce n'est pas bon pour moi. Allez, on passe tout de suite au suivant parce que j'avais pas grand chose à dire parce que c'était tellement vite qu'allez. Allez, passons. En numéro 8, The Grudge. Arrêtez de faire des remakes ou des reboots, déjà. Surtout quand on reprend des vieux films d'horreur. Je n'ai pas vu l'original. Apparemment, il est plutôt bon, d'après ce qu'on m'a dit. Et là, c'est clairement pas bon. En plus de ça, c'est d'un ennui. Il y a peu de choses intéressantes qui pourraient être sympathiques et mauvais. C'est mal joué. Les jumpscares sont visibles comme je sais pas quoi. C'est prévisible. La musique, elle est chiante. C'est immonde à regarder, et en plus de ça, mais la photographie est immonde. Ah, je peux pas dire grand chose de plus sur ce film parce que y a rien à dire, c'est comme les traducteurs, y a rien. C'est juste que j'ai passé un sale moment, j'avais qu'une envie que ça se termine. Quand je l'ai vu au cinéma, je l'ai pas revu depuis et je ne veux plus le revoir. Et en plus de ça, j'avais quasiment oublié que je l'avais vu parce que quand j'ai vu mon tableau des films que je vois sur l'année, j'avais quasiment oublié que je l'avais vu. Donc voilà, et puis en général, quand j'oublie, c'est soit que c'est OSEF, ou soit que c'est pas bon. Et ben là, c'est les deux. Il arrive d'être non seulement pas bon, mais OSEF. Donc voilà, The Grudge, pour moi, c'est ni faire, ni à refaire. Voilà, passons.
En numéro 7, le voyage de Dr. Dolittle. Yes, I think to myself, oh, what a wonderful world. Ah, notre cher Iron Man en Dr. Dolittle. Oh, justement, c'est marrant parce qu'avec le film précédent, on parlait de remake, reboot, et ben là, c'est la même chose. Bon, je sais que c'est de base tiré d'un bouquin ou d'un animé, je sais plus vraiment. On a eu une version 90 avec Eddie Murphy. Le premier film était fort sympathique, voilà. C'était du Eddie Murphy, quoi. Moi, j'étais content de voir Eddie Murphy, mais après, le reste, c'était pas bon. Mais au moins, c'était rigolo. Mais alors là, c'est pas rigolo, mais c'est très moche, et on s'ennuie. Et le problème de Robert Downey Jr., c'est qu'il s'est tellement ancré, et il a été tellement bien payé à Made in Disney avec son rôle Iron Man, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire d'autres choses, contrairement à Star Trek. Peut-être parce que ça l'intéressait pas, j'en sais rien, et je m'en branle. Mais le problème, c'est que, il n'était pas habitué à faire d'autres rôles. Ah bon, après, il y en a vous dire, oui, il a fait Sherlock Holmes, et il a fait également le juge. Bon, il était bon dans ces deux rôles, je suis d'accord. Après, il a fait d'autres choses, mais devant des petits trucs, peut-être. Mais là, c'est le genre d'acteurs que je pense qu'ils sont plus bankable, parce que quand on voit le flop que ça fait au box-office, et quand on voit qu'en fait, le problème de Robert Downey Jr., il fait pas Robert Downey Jr., mais c'est pire que ça. Il nous fait Iron Man, version Dr. Dolittle, en parlant avec des animaux, et les animaux, ils sont immondes. Ce n'est pas beau. Comment, en 2020, tu peux faire des films aussi moches avec un budget aussi colossal? C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Et en plus de ça, là, Robert Downey Jr. n'incarne même pas le personnage. Il n'interprète même pas. Il joue lui-même. Moi, maintenant, je pense que Robert Downey Jr. va avoir beaucoup de mal à décoller en dehors d'Iron Man. J'espère vraiment qu'il va se réveiller et qu'il va faire d'autres rôles plus intéressants. Et surtout qu'il va se détacher de cette étiquette d'Iron Man. Parce que sinon, le pauvre, je crois qu'il va pas faire grand chose. Et c'est triste parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup, que j'ai connu avant Iron Man personnellement. Parce que beaucoup le lèchent les boules par rapport à Iron Man, mais moi je l'ai connu bien avant. C'est vrai que c'est grâce à Marvel et Disney qu'il a pu retrouver une carrière. Parce que suite à des soucis personnels, il était complètement paumé. Il était quasiment à la fin de carrière. Donc on peut remercier Disney. Donc dans tout ça, voilà, le voyage de Dr. Little, c'était pas bon. Et j'en garde un très mauvais souvenir. Et le pire de tout ça, c'est que je n'attendais rien. Et en numéro 6, Bloodshot. Exceptional. You know nothing about men like me. That's absolutely fantastic. I feel like I just heard this. Are they playing this on repeat? Alors déjà, ce film devait sortir en salle, mais suite à l'épidémie, il est sorti en VOD, et c'est pas plus mal, parce que, en plus d'être pas bon, on voit que Vin Diesel est un putain de branleur. Et ça prouve une fois de plus que, en fait, la saga Fast and Furious fonctionne grâce à son compagnon Dwayne Johnson, donc The Rock, parce que, même s'il n'y a pas que ça, il y a aussi les grandes cascades de Fast and Furious, et tous ces gorilloles, bref, au moins on passe un bon moment. Et j'ai du mal à saquer Vin Diesel. Mais une fois de plus, ça prouve que c'est un putain de branleur. Il en a rien à branler. Il en a rien à foutre de ce qu'il fait. Il est là, je touche mon chèque. Allez, je fais le strict minimum. Et encore, si on peut appeler ça le strict minimum, le film est moche. Quand tu dis que ça a été réalisé par un mec qui fait du graphisme de jeux vidéo. Alors mec, retourne faire des jeux vidéo parce que peut-être que c'est là où tu seras faire des meilleures choses. Mais comment ton film peut être aussi moche, mon garçon? Comment tu peux? C'est juste, voilà, c'est pas bon du tout. Et je suis content de l'avoir vu en VOD et non en salle parce que je crois que ça aurait été encore pire que ça. Puis le méchant, tu le vois au bout de 5 minutes. Au bout de 5 minutes, tu sais qui est le méchant. Et c'est tellement une mode le faire, le méchant qui est un faux gentil. On l'a revu, ça fait, allez, c'est bon, c'est une mode, mais c'est bon, arrêtez de faire ça. C'est bon, on a compris. Voilà, ça vous a amusé pendant quelques temps. Allez, on oublie, Bloodshot, allez, ciao. En numéro 5, Monos. J'avais pas d'attente pour ce film, pour vous dire. Et quand vous n'attendez pas un film, et vous arrivez à être déçu, et qu'un film vous met en colère, et en plus de ça, vous fait passer un sale moment,
Et il y a tout pour détester un film. Je sais pas s'ils sont inspirés de Call of Duty ou de Koh-Lanta, ou alors ils ont voulu faire Koh-Lanta avec Call of Duty, ou Call of Duty dans Koh-Lanta, je sais pas. Bref, c'est un film qui rate tout ce qu'il fait. La fin est minable, et en plus de ça, ce qui est horrible dans ce film, c'est que des fois il y a des trucs qui sortent de nulle part. Il y a une scène, une sorte de gouinasse qui ne fonctionne pas, ça sort hop, le cheveu sur la soupe, ça rate tout ce que ça veut faire, c'est moche, et oui je le dis souvent que c'est moche, mais là non, c'est pas bon, et puis... oh mon dieu, j'ai détesté, je passe un sale moment, et bref, j'ai plus envie d'en parler maintenant. En numéro 4, Nightmare Island. I want it, I got it, I want it. We were brought here to be a part of something else. I got it, I want it, I got it. I'm your friend. I've always wanted to hear you say that. Alors personnellement, ce film, je me dis, en voyant la balance, je dis pourquoi pas. Et en fait, ce film, il n'y a que le concept qui est intéressant. Et encore, c'est vite dit, parce que c'est marrant 2 minutes, mais le reste est tellement nul, parce que les personnages, en plus d'être creux et vides, ils sont d'un cliché total, surtout le pseudo méchant ou méchante, qui est aussi intéressant que regarder Plus belle la vie, et encore Plus belle la vie, je dirais que c'est presque un chef-d'œuvre à côté de ça, parce que là, les raisons du pseudo méchant, mais c'est des trucs d'école primaire, sérieusement, qui a écrit ça? C'est des ados qui ont écrit ce scénario? Et en plus de ça, quand je l'ai vu au cinéma, je voyais des gens autour de moi rigoler. La question que je me pose aujourd'hui, est-ce qu'ils rigolaient parce que ça les faisait rire, parce qu'ils passaient un bon moment, ou parce que ça faisait pitié? Moi j'avais pitié. Et ce qui m'énerve dans ce genre de film, c'est quand t'as un concept intéressant, t'arrives à avoir une belle photographie, parce que les images sont plutôt assez jolies, surtout quand on prend certains paysages, je crois que les couleurs c'était vraiment belle, mais quand tu rates tout le reste, et quand t'as un concept comme ça, mais avec des clichés remplis dedans, c'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire des films comme ça. On arrête. Allez, maintenant on va rentrer dans le top 3. Et là, je vous dis franchement, je vais pas être tendre du tout. En numéro 3, Le Prince oublié. Ne laisse pas oublier, prince! Et toutes ces histoires, alors pour finir oublié. La princesse est en danger, faut que j'y aille. Ce qui est marrant avec ce film, c'est que enfin on peut voir que Michel Janicius n'est pas forcément un bon réal et que Omar Sy ne fait que continuer à prouver que c'est un mauvais acteur. Je le dis, je l'assume, je sais que certains l'aiment parce que certains se touchent sur Intouchable. Intouchable, si le film est bon, c'est pas grâce à Omar Sy, c'est grâce à l'histoire qui est assez intéressante. Même si Omar Sy n'est pas spécialement mauvais, c'est on va dire une des rares fois où il n'est pas mauvais. Mais là, c'est le cabotinage extrême. Le mec, il passe son temps à rigoler, je sais pas combien de fois, et ce film, qui a coûté quand même 25 millions de dollars, voir un film où tu vois quasiment les fonds verts, c'est immonde à regarder, c'est immonde, c'est nul, c'est moche. Et le pauvre François Damiens, qui a un talent, mais qu'est-ce qu'il était foutre là-dedans? Oh mon dieu, mais même là, il est pas bon François Damiens. Ce mélange de féerie avec l'imaginaire et la vie réelle, ça ne change rien. Mais Omar Sy n'apprend rien, il raconte son histoire à sa fille, mais en plus, c'est un film déjà qui arrive beaucoup trop tard. C'est le genre de scénario que tu auras pu faire dans les années 90, voire, allez, fin 90. Mais là, même là, ça fonctionne pas. Il y a plein de trucs incohérents, et puis la fin est nulle, c'est d'une facilité. Et en plus de ça, il n'y a pas de direction artistique, que ce soit la direction des acteurs, de la photographie, des effets spéciaux, mais même au niveau de la réal. Mais au niveau de la réal, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce film est une catastrophe, c'était prévu d'avance, et en plus ça fait un flop au cinéma, et en plus Omar Sy qui
fait toujours les mêmes rôles, que ce soit ici ou ailleurs. Le pauvre petit mais gentil, incompris, le papa gentil, machin, c'est bon. Arrête de sortir de ta zone de confort. Si tu veux prouver que t'es un bon acteur, mec, écoute, change de rôle. Et certains vont me dire, ouais, mais il a joué dans Jurassic World et puis il a joué dans X-Men. Oui, il a fait des apparitions. Et même dans Jurassic World, il faut qu'il fasse son rire. Mais c'est pas possible. Il est obligé de toujours faire son rire. Est-ce que, je sais pas, dans son CV, sa qualité, c'est je sais bien rire? Oh là là, faut que je garde mes forces pour le suivant. Allez. En numéro 2, Brutus vs César. Te plaît, Albana? Un peu. Elle a même dit qu'elle boirait le sang de celui qui te ferait du mal. Waouh. Ah, t'es touché? Et dégoûté aussi, parce que d'un point de vue gastrique, c'est fou. Je vais être honnête, même si ce film est mauvais, ça m'embête un peu. Parce que Cuarón, je trouve qu'il a réalisé 2 bons films, dont un très bon qui est Nous trois ou rien, et son second Mauvaise herbe, où j'ai un peu plus de réserve, mais je trouve assez bon. J'ai vu quelques vidéos de ses sketchs et je trouve qu'il fait des choses vraiment cool. C'est très intéressant et puis même il me fait rire. Ça a l'air de quelqu'un vraiment de sympathique. Mais là, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Un pseudo Mission Cléopâtre de chez Gigastore ou de Leader Price. Parce que déjà il n'y a pas le même budget. Et il n'y a pas le talent de Chabat, parce que Chabat, je dis pas que Cuarón ne sait pas écrire, c'est pas ce que je veux dire, mais il n'a pas le talent d'écriture de Chabat, même si je trouve qu'il écrit plutôt bien ses films, parce que c'est lui qui a écrit ses précédents, comme celui-ci. Là, il a voulu faire une pure comédie, pure et dure, et ça va pas. Et quand t'as un casting comme ça, mais c'est incroyable de comment ça peut être aussi mauvais. Des blagues en dessous de la ceinture, je suis pas contre, mais quand ça sort de nulle part, non. La blague soirée compote, non. Et dès la première minute, ça te fait une blague. Dès la première minute, je dis ok, je vais passer un sale moment. Et je savais qu'il finirait dans ce flop, ce film. Et je vais pas trop l'écraser parce que beaucoup l'ont fait, certains de mes collègues l'ont fait, certains gros youtubeurs l'ont fait aussi. Et j'ai pas envie de détruire plus ce film, mais voilà, c'était un des pires films que j'ai vu cette année. Parce que voilà, c'est pas drôle, c'est chiant, c'est long, c'est moche, la mise en scène est pauvre. J'aime pas dire du mal d'un réal que j'aime bien. Et je sais qu'il a voulu bien faire, et c'est encore plus frustrant. C'est que tu sens qu'il a mis son cœur, son âme. Mais Cuarón, retourne faire des trucs dramatiques, au moins tu t'en sors mieux. Là, la comédie pure et dure, non. Ou alors t'essaies de t'entourer de bons scénaristes. Mais là, non, ça va pas. C'est que voilà, c'est des blagues qui sont dépassées. Blagues compotes, putain, même aujourd'hui, un enfant de 10 ans ne rigole pas là-dessus, quoi. Donc voilà, c'est un film qui est déjà vieillot, qui est sorti 20 ans trop tard. Et c'est dommage parce que voilà, je sais que ça partait d'une bonne intention de Cuarón. Donc c'est pour ça que je le mets pas dans le pire film de l'année, même si je pense que c'est le pire, mais le suivant... voilà. En numéro 1, Artemis Fowl. You think you can beat us? We see. Who do you think you are? I'm the next criminal mastermind. Vous savez, quand j'ai vu la fin de ce film, je savais qu'il allait finir dans mon flop. Et j'étais presque sûr qu'il allait finir au moins dans le top 3 des pires films de l'année. Parce que quand t'as 125 millions de dollars et que t'en fais rien, ou que c'est aussi laid, les acteurs aussi pourris, et le gamin qui joue l'acteur principal, hein, il a été sélectionné parmi 1000 gamins. Mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient tous mauvais, c'est pas possible. Et puis pauvre Kenneth Branagh, mais je ne vois pas une trace de lui, c'est pas lui qui l'a réalisé, c'est pas possible. Je ne dis pas que c'est un énorme grand réal, mais il a fait des films assez intéressants. Mais là, il est où Kenneth Branagh? Il est où le réal là? Il est où? C'est pas lui, c'est pas possible. On a mis lui juste pour attirer les gens, et puis allez, arrête, tirer, basta, tu dégages. Non, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais
Le film est niais, est lourd, est pas drôle, est chiant, mais c'est tellement gaga que ça m'a rappelé Un raccourci dans le temps. Ah oui, ce film de merde que j'ai mis dans mon flop en 2018. Paradoxe. En plus, mais le film essaye de créer du faux drama avec un personnage qui meurt. Mais ça ne fonctionne pas non plus. Le personnage principal, il se la pète, c'est un petit merdeux. Mais en plus de ça, ce petit merdeux, en plus d'être un mauvais acteur, il fait un personnage détestable. Mais le pauvre garçon, t'as déjà fini ta carrière. Voilà, t'as peut-être joué dans un film Disney, mais mec, t'auras rien d'autre. T'es tellement mauvais que t'auras rien d'autre. Et puis tout le reste du casting, c'est une catastrophe. Mais comment on peut en arriver là quand t'as des acteurs immenses qui peuvent finir là-dedans? Mais comment c'est possible? Comment c'est possible d'en arriver là? Non, mais arrêtez. Franchement, Disney, réveillez-vous. Arrêtez de faire des reboots ou des remakes pourris live action, ou arrêtez de faire des live action de bouquins si vous n'avez rien pour le faire. Parce que ça peut être intéressant d'être adapté, je suis pas contre qu'on adapte des bouquins, mais si vous ne savez pas écrire ou adapter un bouquin, arrêtez tout de suite, ça suffit. Disney, arrêtez de faire de la merde, vous faites déjà de la merde avec Disney+, si en plus vous continuez à foutre de la merde ailleurs, ça va mal finir tout ça. Et certains diront, ouais mais c'est un film de Disney+, ouais, mais je vous rappelle qu'à la base il devait sortir en salle, il y a vraiment des gens qui seraient allés voir ça en salle, et puis en famille, et acheter des pop-corn, de la boisson pour voir ça. Et certains me diront, oui, mais à cause de l'épidémie, il a fini sur Disney+. Moi, j'y crois pas à ça. Moi, je pense que c'est surtout parce que Disney n'avait rien à foutre du film et parce qu'ils savaient que c'était une catastrophe. Du coup, ils l'ont mis sur Disney+. Et je vais être honnête, déjà, quand l'année dernière, ils ont annoncé le retard du film, comme quoi il allait ressortir qu'en 2020, je me dis, oh, comment ça pue la merde. Et surtout qu'il y avait quasiment pas de com. En fait, Disney en avait rien à péter de ce film. Ils en avaient rien à foutre. Ils s'en ont débarrassé. Ils se sont dit, allez hop, on s'en débarrasse. Et puis, basta. Plus rien à foutre du reste. Et tant pis, voilà. Bref, pour moi, Artemis Falls, c'est une catastrophe industrielle, une catastrophe cinématographique, une catastrophe chez Disney, une catastrophe chez les acteurs. Bref, une catastrophe, une méga tornade, un tsunami total. Bref, ce film, pour moi, est une ordure cinématographique. J'espère qu'on aura plus ce genre de boost, parce que même que ce soit sur Disney+, et encore moins au cinéma, parce que franchement, c'était une perte de temps de voir ça. Voilà, c'est la fin de ce flop film. Je sais que certains films ont plu à certains, j'en suis désolé si c'est pas mon cas, mais de toute façon, les goûts, les couleurs, ça se discute pas, c'est subjectif. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre flop film dans les commentaires, je regarderai avec plaisir, voir est-ce que vous avez plus souffert que moi ou non. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous, on se retrouve prochainement pour le top film, et là, ça sera beaucoup plus intéressant de parler de bons films. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.